Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et vous voyez, je suis dans ce qu'on appelle la salle de projection. Et aujourd'hui, cette salle de projection, eh bien, on est en train complètement de la démanteler. Vous pouvez voir déjà que la plupart des projecteurs ont leur système de ventilation déjà retiré. Et vous en avez même un ici, qui est ouvert. Voilà. Et donc voilà, ça se passe comme ça quand on met un terme au cinéma. Là, vous voyez, les câblages électriques ont été démontés. Et vous avez tout un équipement. Évidemment, vous avez des techniciens qui sont venus ce matin pour vider tous les serveurs, pour être sûr qu'il n'y a plus de films qui traînent dans les serveurs, dans la bibliothèque, etc. Alors, la bibliothèque, je vous la montre. Dans les cinémas, voilà ce qu'on appelle une bibliothèque. C'est en fait des disques durs. Vous avez ici ensuite les systèmes qui permettent avec le redispatching dans les serveurs. Et les films aujourd'hui, on les reçoit dans ce genre d'armoire. Et ensuite vous avez, vous pouvez gérer avec des terminaux. Voilà. Voilà comment aujourd'hui je fais en sorte de finalement faire disparaître un cinéma. Tout va repartir dans d'autres sites. Je peux vous garantir qu'il y a plein de trucs qui vont partir en fait à la poubelle, alors que c'est des trucs qui pourraient être réutilisés. Et là, je vous montre le dernier petit truc. Là, ici, vous avez les optiques. Alors, il faut savoir qu'un optique, comme ça coûte la peau du cul. Ça coûte au moins 50 000 à 60 000 euros, je crois. Et pour terminer, je vous montre qu'avant, si on travaille avec des pellicules, voilà où se passait tout l'ensemble de la projection. Voilà. Une façon pour moi de vous faire participer, de vous montrer un petit peu comment ça se passe quand on fait une fermeture de cinéma. Et oui, comme vous venez de le voir dans cette petite vidéo que je vous ai concoctée, plus particulièrement concernant la salle de projection, et vous avez vu, j'ai changé le décor avec cette affiche que j'ai récupérée, comme d'autres choses que j'ai récupérées également, dans ce processus de fermeture définitive de ce cinéma. Je vous ferai peut-être encore une petite vidéo sur l'état des lieux. Pour l'instant, je travaille encore cette semaine et peut-être que je travaillerai encore la semaine prochaine pour aider au démantèlement du cinéma, puisqu'il s'agit bien d'un démantèlement. Le bâtiment sera certainement rasé, il ne sera pas du tout racheté en tant que tel, ou tout du moins en l'état. Petite juste anecdote, ce qui est quand même impressionnant, c'est que l'équipe de management qui a été entièrement remplacée, tous les managers, tous les anciens managers, etc., ont finalement démissionné, ont trouvé d'autres boulots, donc ce sont des nouveaux managers qui ont été placés là, on va dire des liquidateurs, hein. Sauf que quand on leur demande, qu'est-ce qu'on fait, etc., on n'a absolument aucune réponse. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas de calendrier, il n'y a pas de listage, etc. C'est même pire, je peux vous dire qu'on a retrouvé dans des recoins des stocks matériels, du matériel que des fois on demandait d'avoir, mais qu'on nous a dit non, on ne peut pas en racheter parce que vous comprenez les budgets, etc. Alors qu'on en avait déjà. C'est-à-dire qu'il n'y avait absolument aucun suivi des stocks, c'est-à-dire que personne, ou tout du moins, ça c'est un des gros problèmes d'ailleurs qu'il y a aux États-Unis, c'est que vous avez une personne qui sait, mais qui ne le dit pas. Gros souci de communication. Et c'est arrivé très souvent où vous dites quelque chose à un responsable, en espérant que le responsable le note quelque part ou le dise à un de ses collègues pour signaler, et vous vous rendez compte que, non. Dites que, tiens, dans les toilettes, il y a une fuite, ok, ouais, je vais le dire à mon collègue. Et le soir, vous voyez le collègue qui a remplacé celui à qui vous avez dit, il dit, au fait, il t'a dit, non. Génial. Parlons maintenant de ce qui se passe en Pologne. Deux missiles russes sont tombés en Pologne. Mon Dieu, la Pologne a été attaquée. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que, évidemment, quand on vous dit ou quand on voit certaines informations, 2 missiles russes sont tombés, ont attaqué la Pologne. Il y a quand même certains médias mainstream qui ont fait très attention de ne pas
utiliser le mot attaque. On dit des missiles supposés russes sont tombés dans des zones civiles en Pologne. Sauf que sur les réseaux sociaux, on est tombé sur tous ces fanatiques atlantistes. Tout de suite, ça y est, vous voyez, la Russie, ça y est, la Russie attaque. La Russie attaque la Pologne. Tout de suite, l'OTAN, article 5, etc. Et donc, Zelensky, allô, bon, alors l'OTAN, vous voyez, la Pologne a été attaquée par la Russie, donc ça y est, maintenant, faut venir nous aider. Hein. Non, pas pour l'instant. Tout simplement parce que Washington, le Pentagone, nous ont prévenu que pour l'instant, ne réagissons pas, attendons les résultats d'enquête, attendons les pourparlers, les discussions avec le Kremlin pour savoir ce qui s'est passé. Non mais, qu'on soit d'accord, la Pologne elle vient d'être attaquée. La Pologne fait partie de l'OTAN, donc tout de suite, usage de l'article 5. Non. Mais il faut attaquer. Il faut aider l'Ukraine maintenant. La Pologne a été attaquée. Non. Oui, c'est peut-être des missiles russes, mais c'est des missiles qui se sont perdus, puisque nous savons qu'il y a eu un tir de missiles équivalent de ceux qui sont tombés en Pologne, à peu près 80 missiles à peu près qui ont été tirés depuis l'Ukraine par les Russes. Et donc il y en a peut-être deux qui sont peut-être un petit peu trop loin. Voilà ce que Washington a dit à l'OTAN. Et l'OTAN suit. D'ailleurs, certains disent, oui, l'OTAN a bien réagi, n'a pas surréagi, attendons les résultats de l'enquête, etc. Ben moi, je vais vous dire ce que je pense. Je pense que c'est un false flag. Je pense que ces deux missiles russes, parce que vu qu'on est quand même en Ukraine et qu'en Ukraine, il y a quand même pas mal de matériel russe qui traîne, vu qu'il y a eu quand même des forces militaires russes qui se sont retirées, vu que les Ukrainiens ont récupéré du matériel russe, allez savoir s'ils n'ont pas récupéré des missiles et allez savoir s'ils n'ont pas tiré leurs missiles sur la Pologne pour dire, ben voilà, comme ça, au moins une attaque sur un territoire appartenant à l'OTAN, ça justifiera de faire rentrer l'OTAN dans la guerre en Ukraine. Donc il y a des chances que, à mon avis, là, Washington a dit, là, Zelensky, est-ce qu'il n'aurait pas fait ou ce qu'il n'aurait pas dépassé la ligne rouge. Souvenez-vous, je vous en avais parlé, j'avais fait une petite vidéo là-dessus, à savoir que Zelensky pétait plus haut que son cul, que Zelensky est un acteur, que Zelensky en fait des tonnes. Allez savoir. Mais force est de constater que là, tous les va-t-en-guerre sur les réseaux sociaux, là, sont en train de remuer la queue dans tous les sens. Ce qui est quand même dramatique, c'est que ces gens-là, quand vous leur posez la question, ils disent ok, bon, ok, on fait l'article 5, et après, qu'est-ce qui se passe? On va en Ukraine? On va faire la guerre à l'armée russe? On va attaquer la Russie aussi? Vous voulez qu'on attaque Moscou? Vous voulez qu'on dézingue Poutine? C'est ça que vous voulez? Mais vous n'aurez même pas le temps de finir votre phrase que vous allez vous ramasser un missile nucléaire sur le coin de la tronche. Est-ce que ça, vous en êtes conscient? Alors, on a l'impression que ces gens-là sont en train de s'adresser à des fragiles duos pour dire « Ah, Poutine le méchant, il faut aller en Russie, il faut aller battre la Russie, il faut combattre la Russie, il faut aller jusqu'à Moscou, dégommer Poutine ». Mais vous êtes tarés ou quoi? Vous rendez-vous compte de ce que vous dites ou vous le faites exprès? Parce que justement, ces discours qui tiennent, ces gens-là, c'est des discours pour aller chercher le sentimentalisme, l'émotionnel d'une partie des populations occidentales, pour que les populations occidentales, le jour où peut-être un pays décide de déclarer la guerre, ça passe comme une lettre à la poste. Sauf que le problème, c'est que l'OTAN, et ça a été expliqué des milliards de fois, ne peut pas interagir pour deux raisons.
La première, parce que l'Ukraine n'a pas d'alliance avec l'OTAN. Et deuxièmement, parce que aucun des deux pays, aucun des deux belligérants, que ce soit la Russie ou l'Ukraine, ne se sont déclarés la guerre. Officiellement, c'est une opération militaire invasive de l'armée russe contre l'Ukraine, mais il n'y a absolument aucune déclaration de guerre officielle de la Russie contre l'Ukraine. Et c'est là que se pose le problème. Nous ne pouvons pas interagir. Comme je vous l'ai dit aussi, parce qu'il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas de traité qui nous oblige à intervenir en Ukraine. Nous intervenons en envoyant de l'argent, nous intervenons en envoyant des armes, nous intervenons de façon indirecte, en envoyant des soldats, via des sociétés privées de sécurité, via des réseaux de mercenaires. Mais officiellement, nous ne pouvons pas entrer en guerre contre la Russie sur le territoire ukrainien. Parce qu'on sait que si jamais ça arrive, Poutine considérera que c'est une agression contre la Russie et que par conséquent, là, la menace nucléaire, enfin, voilà, je ne vous fais pas le dessin. De toute façon, Zelensky, je pense, est tout à fait conscient que on est en train de s'orienter vers quelque chose qui, à un moment donné, quand on aura épuisé les capacités, quand on aura épuisé les possibilités, quand les Américains commenceront à être confrontés au mur, puisque là, avec la perte de la Chambre des députés, Chambre des représentants, donc le Sénat reste donc entre les mains des démocrates, mais ça va être beaucoup plus compliqué maintenant d'envoyer des milliards et des milliards de dollars à l'Ukraine. Donc forcément, il y a un moment donné où Zelensky se dit « je commence à avoir chaud au cul ». Donc il faut que j'organise quelque chose de telle manière à ce qu'une provocation, que je puisse faire passer ça comme étant une provocation de la part de la Russie, oblige les Occidentaux à un moment donné à réagir. Et comment réagir, faire réagir l'Occident, si ce n'est attaquer un territoire d'un pays membre de l'OTAN avec du matériel russe. Logique. Évident. Mais ce qui est quand même formidable, c'est qu'il y en a certains qui sont convaincus que c'est la Russie qui a attaqué la Pologne. Parce que Poutine est fou, parce que Poutine est malade. Ce qui est encore plus amusant, c'est quand ces pro-atlantistes, on leur pose la question, mais attendez, on a quand même réussi dans certains pays à déstabiliser des dirigeants. Comment se fait-il? Alors, en effet, des manifestations anti-Poutine à Moscou, à Saint-Pétersbourg, il y en a eu. Mais ce sont des manifestations évidemment qui ont plus ou moins, quand on regarde les coulisses, des organismes qui sont financés par des organismes, qui sont financés par d'autres organismes, qui sont financés par des ONG, qui elles-mêmes appartiennent à des sociétés ou des groupes ou des compagnies qui elles-mêmes ont des affiliations directes avec des intérêts occidentaux. Alors oui, il y a de la répression. Parce que c'est ça aussi, hein, quand vous sortez... comment se fait-il que les moscovites, les Russes de Saint-Pétersbourg, etc., ne se sont pas manifestés, ne sont pas en train de faire une révolution pour pousser Poutine dehors? En effet, il y en a, parce que Poutine, il fait de la répression. Parce que les manifestations sont tabassées, sont réprimées, il y a des arrestations, etc. Ça prouve que c'est une dictature, ça prouve que Poutine est un méchant. Sauf qu'à un moment donné, quand on se dit, en France, les gilets jaunes, on en parle, et là, ça bug. Ah bah oui. Quand c'est Poutine qui fait de la répression contre des manifestations, c'est de la dictature. En revanche, quand ce sont des gilets jaunes en France qui font des manifestations et qui subissent des répressions beaucoup plus violentes même,
Ah, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que les Gilets jaunes, c'est la France c'est la démocratie c'est l'Ouest, c'est l'Occident, c'est le camp du bien. Ok? Pourquoi vous dites que c'est le camp du bien? Parce que c'est votre camp. Donc ma question c'est, est-ce qu'en face, ils n'ont pas la même légitimité que vous de dire la même chose de leur camp? Oui, parce que, attention, les médias vous balancent toujours des reportages avec des Russes qui n'aiment pas Poutine. Mais s'il y a autant de Russes qui n'aiment pas Poutine, l'argument de la répression, vous croyez que ça tient? Ça ne tient pas. Donc, Zelensky, il a chaud au cul, parce qu'il se rend compte que, petit à petit, ce conflit ne pourra pas durer, même si c'est dans l'intérêt des groupes et des empires militaro-industriels. Le problème, c'est que les empires militaro-industriels, on leur a dit, attention, on est dans une situation économique mondiale catastrophique, on ne va pas pouvoir continuer à sortir des milliards pour vos beaux yeux. D'autant plus qu'en Ukraine, nous on commence à avoir aussi chaud aux fesses parce qu'il y a quand même des ONG, il y a quand même des organismes, des commissions d'enquête qui commencent à dire, parce que je rappelle, Washington vient d'envoyer quand même des contrôleurs pour vérifier si tout ce qu'on envoie en Ukraine va bien là où ça va. Parce que, tout d'un coup on a découvert qu'il y a quand même de l'argent et des armes qui disparaissent. Parce qu'on découvre qu'il y a des armes qui commencent à circuler dans les réseaux criminels en Europe. C'est bizarre parce que quand on le disait, ça, il y a plusieurs mois, on était traité de complotistes. Mais c'est bien étrange tout ça. D'autant plus qu'on a entendu, alors c'est une rumeur, je n'ai pas confirmation, mais il semblerait qu'à Ankara, la semaine dernière, il y a eu une rencontre entre des responsables américains et russes. Pour discuter de ce qu'on va pouvoir faire, trouver comme issue. Étrangement, cette réunion a eu lieu et paf, on fait péter une bombe à Istanbul. Peut-être qu'il n'y a pas de lien de cause à effet. Apparemment, ce seraient des groupuscules du PPK, les fameux Kurdes. Donc, d'autant plus qu'apparemment Washington a envoyé un message à Erdogan en disant « Oui, nous sommes avec vous, etc. » Et Erdogan a dit « Oui, c'est ça, foutez-vous de ma gueule. » Tendu, c'est tendu. Donc, affaire à suivre, parce que je pense que là, la situation commence à s'aggraver et il commence à avoir chaud au cul. Pareil, pour le Covid, là sur Facebook en ce moment, c'est la chasse. C'est-à-dire que dès que vous parlez de Covid, là vous pouvez être sûr que les algorithmes vont vous passer aux grilles de vérification si vous ne dites pas des conneries. Et puis là, on vient d'apprendre que la Hongrie, la Serbie et la Croatie, je crois, ou l'Autriche, Hongrie, Autriche, Serbie, je crois, viennent de signer un accord entre eux, pour lutter contre l'immigration illégale. Ben oui, parce que la France, bonne poire, finalement, on vient d'accepter 425 migrants. Donc, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, ça va être open bar maintenant. Parce qu'à partir du moment où vous en acceptez un, vous allez les accepter tous. Sauf qu'il y a un moment donné, même quand on vous dit, Darmanin, oui, mais de toute façon, il y en a les 2 tiers, on va les renvoyer chez eux. Ben oui, mais déjà, vous n'êtes pas foutus de renvoyer ceux qu'on a déjà chez nous, qui posent des problèmes, qui bénéficient soit d'OQTF, mais que parce que les OQTF, il y a la possibilité de faire des recours, donc ça veut dire que les gens vont rester pendant 2 ou 3 ans encore en France. Enfin... Comme certains le disent aujourd'hui, il y a des procédures, sauf qu'on a tellement mis de technocratie dans ces procédures, qu'à la limite, les gens s'en branlent. Aujourd'hui, aller en France en tant qu'illégaux, vous êtes garanti au moins de rester au moins 2-3 ans en France. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, si vous faites choper par les flics, vous n'avez pas de papier, voilà, déjà vous allez en tôle. Ensuite, vous passez un procès, et en procès,
vous n'avez pas fait un crime énorme, mais on va vous renvoyer chez vous, et en plus de ça, il y a des chances que vous soyez interdit de territoire américain pendant 5 ans. Et si jamais vous revenez, ben là, il n'y a pas de... C'est comme le Monopoly, hein, vous allez direct en prison, et vous ne passez pas par la case départ, et vous ne recevez pas 20 000. Donc le laxisme français, vous allez encore en entendre parler. C'est comme cette affaire, là, Hanouna et Louis, je ne sais plus son nom, c'est pareil, ça occupe les médias. Alors, actuellement, vous avez la NUPES qui veut une loi, qui veut une commission d'enquête contre provoquer la déconcentration des médias. 68% des Français sont pour la déconcentration des médias. Alors, je vais vous dire, les 68%, vous allez les voir, vous allez dire, alors, expliquez-moi, c'est quoi la déconcentration? Ah ben, en fait, c'est pour lutter contre les milliardaires qui ont des médias. Ah, donc, c'est-à-dire que vous voulez supprimer la liberté d'entreprendre pour des sociétés, des milliardaires dans les médias. Vous voulez que les médias restent sous le contrôle de qui? Ah ouais, bah oui, banane. Donc voilà, pour cette vidéo, pour un petit suivi assez rapide, etc. Affaire à suivre, parce que de toute façon, je pense que là, ça part en vrille de partout. Puis l'hiver approche. Pour ceux qui connaissent cette expression, winter is coming. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.